scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 61e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouveau débrief de la 5e journée de Ligue 1. Monaco qui recevait au Louis II l'Olympique de Marseille et Monaco qui s'est malheureusement incliné sur le score de 4-3 alors que Monaco menait 2-0 grâce à un doublé de Wissam Ben Yedder, puis a laissé revenir l'Olympique de Marseille grâce à un but de Benedetto, puis Valère Germain, Dimitri Payet et enfin Benedetto pour le 4-2 avant que Keita Baldé ne vienne donner un petit peu d'espoir à la 75e minute, mais ça ne suffira pas. Monaco s'incline donc 4-3 et avec moi pour parler de ce match, il y aura Adrien. Salut Adrien. Salut. On en a gros. On en a très gros, mais il y aura également Patrice qui doit en avoir relativement gros aussi. Exactement. Bonsoir à tous. Bon messieurs, on va commencer maintenant comme on commence à en avoir un petit peu l'habitude. Vos 3 points, qui veut commencer? Bah allez, je commence, c'est Allez. parti. Donc mon premier point, il s'agira comme d'hab du manque de caractère, du manque de réussite, du manque de tout ce que vous voulez de cette équipe. Je pense qu'on met n'importe quel autre club de Ligue 1 à 2-0, jamais l'équipe perd. Au pire, elle sait revenir, mais jamais on passe de 2-0 à 2-4. C'est scandaleux. Ensuite, un petit point sur la défense, sur nos latéraux, sur le gardien et sur une stat en général, à savoir 14 buts encaissés après 5 matchs. Voilà. Et puis enfin, Jardim. C'est la première fois que devant ma télé à la fin du match, quand j'ai vu sa tête, j'ai sorti un allez casse-toi, mais je suis même pas certain que s'il se barre, le problème sera résolu. Bah ouais, de toute façon on aura le temps d'en parler, mais c'est vrai que ça semble être peut-être la dernière chose à modifier. On a quand même modifié les 2/3 de l'équipe, ça change pas grand-chose, donc à voir peut-être le coach. Patrice, pour toi? Pour moi, c'est assez similaire. Premier point à la défense, c'est forcément 14 buts en 5 matchs, c'est vraiment niveau relégable. Deuxième point, le fait qu'on ne sait pas du tout tenir un score, ça fait quand même 3 matchs de suite où on s'est complètement remonté. Et dernier point, c'est le Gafa Vegas qui pour moi pas possible dans un 4-4-2. Et de mon côté, ça sera le scénario, enfin les scénarios du coup de plus en plus improbables. Rocambolesque. Rocambolesque, on mène 2-0 là, voilà, ça fait 4-3, mais d'ailleurs au final un match très agréable, un beau match. Alors évidemment, faut pas trop aimer les défenses solides, mais un match, je pense, pour les personnes neutres, comme disait Arthur, voilà, là, on en parlait pendant la rencontre, qui a dû quand même être un match assez agréable à voir. Il y a eu 7 buts, il y a eu des occasions, il n'y a pas eu tant de fautes que ça non plus. Donc un match pas trop haché, à part cette toute fin de match avec ce petit imbroglio. Mais donc voilà, ça sera mon premier point. Mon deuxième point, c'est ça pour le compte. Le compte quand même, voilà, vous en avez parlé, on a pris 14 buts, donc il a pris 14 buts, alors il n'est pas fautif sur les 14, mais ça commence quand même à faire beaucoup. Je connais des gardiens qu'on a eu il y a pas si longtemps que ça, qui seraient déjà mis au pilori, en place publique, à l'échafaud, à ce que vous voulez, parce que quand même le deuxième but il est quand même assez ridicule, et le quatrième aussi, bon bref, en tout cas il y a toujours moyen de faire beaucoup mieux, et au final on voulait avoir un grand gardien. Pour l'instant, c'est catastrophique et c'est même peut-être même pire que ce qu'on avait l'année dernière. Et oui. enfin, mon dernier point, ça sera plus sur le cas de l'attaque qui fonctionne très bien, le duo d'attaque, mais aussi cette petite sensation que Slimani semble quand même baisser de pied souvent en seconde mi-temps. Mais est-ce que c'est pas aussi peut-être un petit peu lié au fait que Ben Yedder, au final, sort relativement vite à chaque fois. On se rappelle du carton rouge de Jemerson, il avait dû sortir. Là, ce soir, il sort blessé. Peut-être que ça coïncide. Et que du coup cette paire-là fonctionne très bien, mais que dès qu'il en manque un, et en l'occurrence c'est Ben Yedder, Slimani a beaucoup plus de mal à se retrouver sur le terrain, même s'il a eu encore également une très belle occasion. Messieurs, on va commencer par la composition. Composition, c'est marrant, c'est la composition que je dis
Je l'avais donné comme étant celle que je voulais voir au plus vite, qui pour moi était potentiellement la meilleure. Adrien, si tu peux la rappeler, cette composition en 4-4-2 à plat du coup, donc avec Golovin à gauche, comme tu le souhaites également. Ouais, c'est très très marrant, effectivement. C'est marrant, La compo annoncée par l'équipe. Malheureusement pour moi, parce que j'étais le seul avec Damien à vouloir un Golovin dans une position axiale comme il a pu le démontrer sur les précédentes rencontres. Bah là, c'est le retour de Fabregas, donc parachuté un peu comme ça après ces 3 matchs de suspension, il revient, voilà. Et surtout dans le 4-4-2, je pense que ça c'est un point abordé par Patrice que je rejoins totalement. Mais donc effectivement, pour moi c'est un chagrin. Pour moi j'étais déçu de revoir Golovin exilé à gauche. Tant son volume de jeu est important. Bref, pour revenir à la compo, donc le compte dans les cages, une défense à 4 avec Glick, Maripane installé, puisque Badiachil est sur le banc et ça semble être la doublette maintenant. Sur le côté gauche, Fodé, Ballo-Touré, à droite Aguilar qui faisait lui également son retour après ces 2 matchs de suspension. Dans l'entrejeu, on avait Bakayoko et donc Fabregas comme je disais, à gauche Golovin, à droite Gelson et devant la doublette qui fonctionne bien, à savoir Slimani Ben Yedder. Ouais, donc une compo au final sans trop grande surprise. On pouvait peut-être s'attendre à avoir Adrien Silva à la place de Fabregas, sinon Onyekuru semble ne pas avoir les faveurs de Jardim. Badiachil, c'était logique également de voir cette défense Maripane Glick. Seule petite question, pareil, Heinrich étant blessé, compliqué de sortir Ballo-Touré. Après, Patrice, Zagreb n'était pas dans le groupe, alors je sais pas si j'ai pas vu spécialement d'informations sur ça, mais ça peut paraître aussi un peu bizarre parce que admettons si un de nos latéraux s'était blessé, on était un petit peu en non-solution, à part Gildias peut-être. Ouais, voilà, c'est le seul sur le banc qui pouvait à la rigueur dépanner avec Badiachil aussi. Ça reste un défenseur, il a peut-être pu aussi être sur un côté. Mais il me semble pas qu'il soit blessé, parce que j'ai entendu dire qu'il jouait en N2 Zagreb. Oui, d'accord. Donc en fait, c'est vraiment c'est un choix du coach du coup, mais c'est vrai que ça peut porter un petit peu question, surtout quand on voit Ballo-Touré, encore une fois, le début de saison qu'il nous fait et la rencontre également qu'il nous a fait. On aura le temps d'en parler quand on parlera de sa prestation individuelle, mais moi, malgré tout, c'est une compo que je voulais voir. Et c'était surtout pour voir Fabregas. Moi, Golovin à gauche, moi, ça me pose aucun problème. Je trouve qu'il a été non merci. Il a été très à l'aise sur son côté gauche. Au final, il repique quand même beaucoup à l'intérieur, dans le cœur du jeu. Il vient participer. Donc, ce poste d'ailier entre guillemets, au final, on s'est plus souvent retrouvé avec un milieu à 3 dans les faits et une attaque à 3 également devant. Ça ressemblait souvent à un 4-3-3. Mais on peut tout de suite t'en parler, Patrice, de Fabregas, qui ne semble vraiment pas du tout retrouver son niveau, et on va commencer sérieusement à se poser la question, est-ce qu'il ne faut tout simplement pas retirer Cesc Fabregas de cette équipe? Non, je suis assez d'accord. Pour moi, dans un 4-4-2, il a pas sa place dans les deux du milieu. Ni ailleurs, hein, ça serait pas son rôle. À la rigueur, dans un milieu à 3, oui, il pourrait arriver à jouer, parce que sa qualité de passe et de position, de lecture du jeu serait intéressante et on pourrait l'utiliser. Mais dans un milieu à 2, on a besoin de 2 joueurs qui sont très très physiques, qui sont là pour faire le pressing et faire les transitions. Et malheureusement, pour moi, il peut pas le faire à l'âge qu'il a. Il a plus ces qualités-là, quoi. Oui, mais il a rien à faire là. Est-ce que au vu de sa prestation, vous pensez qu'il peut également évoluer dans un milieu à 3? Moi, je l'ai observé plusieurs fois. Je l'ai observé courir quand on n'avait pas le ballon. Ça fait peine à voir, hein. Il semble complètement à la rue physiquement. Alors ça a jamais été son énorme point fort, mais quand même, là c'est assez inquiétant quand même. Mais t'as parlé de milieu à 3, mais à aucun moment j'ai vu qu'on avait 3 joueurs au milieu. Au mieux, on avait Bakayoko et Golovin. Mais pour moi, je disais, si on évoluait dans un système avec 3 milieux, je parle de Rome.
de Rome qui disait que quand Golovin occupait cette position en finale de milieu gauche, on le voyait on s'est souvent retrouvé avec un milieu à 3. Mais je veux dire par là que Fabregas est inexistant. Oui, voilà. Pèse pas du tout sur le jeu. Alors, on va lui retrouver des excuses. Oui, il est à court de rythme, il n'a pas joué depuis un mois. Ok, c'est très bien, mais ce joueur, maintenant, je vais dire carrément, hein, les mots sont forts, on se le traîne. Hein, j'ose dire, mais on se le traîne maintenant depuis le mercato hivernal. Il a dû faire 10 matchs à tout casser. Il a dû en faire un de bon peut-être. Et un et demi parce que le premier match contre Marseille, la nouveauté, c'était bien et tout. Mais à part ça, c'est tout. Et moi, si c'est pour voir au final Fabregas occuper cette place de milieu et exiler Golovin à gauche, pour moi, je l'ai déjà dit, c'est non merci. Voilà. Ouais, tout à fait. Je pense que, voilà, Adrien en plus a fait une bonne rentrée. On peut espérer voir peut-être au prochain match cette paire de milieu de terrain. Moi, malgré tout, je reste sur mon 4-4-2. Donc tu veux toujours pas Golovin dans l'axe. Ouais. Oui, mais moi ça me dérange pas. Il a pas fait un mauvais match. Puis Golovin, quand il était dans le cœur du jeu, on les a pas gagnés non plus les matchs. Donc c'était pas non plus la solution, parce que quitte à mettre à ce moment-là, on veut pas de Fabregas parce que ok, je peux comprendre, il faut deux milieux de terrain un peu plus travailleurs, un peu plus défensif, mais Golovin ça va absolument rien changer au problème. Lui il court, lui apporte de la vitesse, de la percussion et couvre peut-être un peu plus que Fabregas qui se déplace. Mais ça sera toujours mieux, et il a fait plusieurs retours défensifs d'ailleurs assez intéressants, mais justement dans ce rôle-là de troisième milieu ou ailier gauche, mais en pur milieu de terrain vraiment qui doit pas bouger, je préfère avoir ça pourrait peut-être déséquilibrer l'équipe, effectivement, alors qu'un Silva, Bakayoko t'apporte peut-être plus de sécurité, en tout cas dans l'entrejeu. Mais quand on a vu le volume, pour moi c'est du gâchis de voir Golovin à gauche, et quand on a vu ce qu'il a su faire sur les précédentes rencontres dans cette position axiale, voilà, moi je ne peux que vouloir tout simplement qu'il occupe ce poste et qu'il retrouve sa place. Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. Peut-être qu'au niveau de l'équilibre, c'est plus important un Silva combiné à Bakayoko. Et puis Golovin n'a pas fait un mauvais match malgré son positionnement à gauche, mais donc tu vois, c'est pas non plus dramatique, quoi. Ouais, mais à gauche, je préférais limite voir un mec comme Onyekuru ou Baldé, tu vois. Oui, mais ça je peux comprendre, mais là du coup t'es encore plus offensif. Et du coup, c'est peut-être une solution, hein, gagner nos matchs 7-6, je sais pas. Oui, vu qu'il faudrait marquer, il faudrait. parce qu'au final, en faisant ça, tu règles pas le problème défensif, qui est quand même un énorme problème, mais par contre, tu rajoutes potentiellement de l'apport offensif, donc pourquoi pas. Globalement, c'est compliqué quand même de gagner des matchs si tu prends plus de 2 buts en moyenne. Quasiment 3. On est à 14 buts pris, c'est ça? 14 buts. On a pris quand même 3-0 contre Metz, 3-0 contre Lyon, 2-2 Nîmes, 2-2 Strasbourg, et puis là on en prend 4 contre Marseille. Voilà. Marseille. Mais justement, voilà, on va un petit peu quand même rentrer dans le match à proprement parler. Patrice, un début de rencontre qui semblait en fait donner le ton de la suite de la rencontre, un jeu plutôt ouvert, Marseille qui va se procurer une ou deux premières situations, Monaco aussi, et finalement c'est Monaco qui va ouvrir le score sur penalty par l'intermédiaire de Ben Yedder, qui fait suite à une main de Slimani. Mais pour en revenir justement plus globalement à ce premier de Camara, oui. Pour en revenir plus globalement à ce premier quart d'heure, c'était plutôt agréable en fait à regarder. En tout cas, de manière globale, la rencontre. De manière globale, oui, parce que on avait quand même pas la possession, hein. C'est Marseille qui avait le ballon, et nous, on avait plus un jeu en transition, en contre-attaque. Oui. Et d'ailleurs, c'est là-dessus qu'on a été dangereux à chaque fois. C'est comme ça que nos 2 premiers buts interviennent, sur des contre-attaques. Contre-attaque, et c'est un ballon de Ben Yedder, il me semble. Exact. Ben Yedder qui fait une très belle balle en avant pour Slimani, qui la reprend à 2 volets. Malheureusement, il ne la cadre pas, et une autre surprise que personnellement à vitesse réelle je ne l'ai absolument pas vu. Le ballon est touché de la main légèrement par Camara, et du coup l'arbitre a même pas attendu a priori que Slimani fasse sa frappe pour déjà avoir le sifflet dans la bouche et siffler penalty. Ouais, à vitesse réelle, on le voit pas, c'est vrai. Là encore, on cherchait beaucoup la profondeur, et ça a vraiment bien marché durant la première mi-temps. Que ce soit avec Slimani ou bien Ben Yedder, ça a vraiment très très bien marché. Dans le dos des défenseurs, il y avait beaucoup de brèches. Et cette main que Monsieur Gauthier siffle direct, hein, comme l'a dit Patrice, il n'y a pas eu d'hésitation, pas de recours au VAR.
Si on avait pu l'avoir contre Strasbourg, par exemple, ça nous aurait peut-être aidé. On pourra toujours pas dire que la VAR nous a été favorable, parce que du coup, elle a pas été. Ouais, effectivement, ouais. Toujours pas, ouais. Et ensuite, donc, penalty dont, Ben Yedder se charge, ça y est, on avait toujours pas eu de penalty, on ne savait pas qui allait être le tireur attitré, hein, finalement, après le départ de Falcao. Et bon, sans nul doute, on va dire dans la logique des choses, c'est Ben Yedder qui se présente, et dans l'exercice, en tout cas là, il l'a prouvé qu'il l'avait admirablement bien tiré, parce que bien que Mandanda part du bon côté, il la place tellement bien fort à ras de terre dans le petit filet, ça fait la différence. Ça fait la différence. Fabio, on va dire. Ouais, c'est ça. Et donc Monaco qui mène du coup 1-0 à la 17e, et Monaco qui va doubler la mise 9 minutes plus tard, une action sublime, Adrien, avec Gelson Martins en dynamiteur. Voilà, il fait son petit geste de futsal qui rentre souvent durant les matchs, sauf que cette fois-ci ça permet de vite embrayer sur un contre. C'est Slimani ensuite qui est servi, et là encore le très surprenant Islam Slimani se mue en passeur, et d'une très belle passe directement, et qui met pratiquement sur orbite Ben Yedder dans la profondeur une nouvelle fois. Un contre rapide, toujours dans le jeu de transition, et Ben Yedder s'y reprend à 2 fois avec un peu de réussite. Bon, il aurait dû peut-être même la terminer du premier coup, et Mandanda la détourne, mais toujours dans la course de Ben Yedder qui reprend victorieusement. Ouais. Ça fait 2-0, c'est parfait. Franchement, on n'a pas tant d'occasions que ça. On les concrétise avec une grande réussite. Oui, tout à pour fait. Une fois. Donc on va dire que c'est un peu surprenant, mais bon, on va pas cracher dans la soupe, hein, ça nous arrive tellement peu souvent. Là, on arrive avec 2-0. Bon, on se dit, il faut attendre tranquillement la mi-temps. On rentre à la mi-temps avec 2 buts d'avance au vestiaire. On sent déjà la première victoire arriver. Moi, j'étais ultra confiant personnellement. Ouais, t'as pas du tout repensé au match de Nîmes, par exemple? Tant qu'on prend pas le but, non. En fait, tant qu'on n'encaisse pas un but, je me dis on va pas craquer, mais dès qu'il s'agit d'encaisser un but, oui, là, j'aurais retourné ma veste. Voilà, et un peu à l'image de Samien sur Golovin. Et donc voilà, on mène 2-0, tout semble aller pour le mieux, même si c'est pas forcément mérité qu'on mène 2 buts, mais on a plutôt de la main sur le match globalement. On a marqué 2 buts, on se procure des occasions sympas, ça combine bien devant, et patatrac, comme d'habitude, on va se mettre à reculer, et Marseille, qui sont quand même pas complètement débiles, ils vont insister lourdement sur le côté de Ballo-Touré, et ça va finir par rentrer. Patrice, un premier but de Benedetto. Maripane a incriminé le plus. Oui, avec aussi Ballo-Touré du coup qui est pas assez sur la personne qui centre. Non, mais il est perdu lui de toute façon. Qui aide Benassar de mémoire. Qui fait le centre, que bon, pour moi Germain il rate le ballon puisqu'il fait une passe à Benedetto. Ouais, là encore. Il se jette pour le prendre, hein, le ballon, il se jette pas pour faire une passe à Benedetto, surtout ce type là de passe. Donc pour moi oui, il y a Ballo-Touré qui est pas sur le centre, et après oui, Maripane qui est pas sur ses attaquants, qui vient pas couper largement. Ouais, qui vient pas couper, du coup Glick joue pas très bien le coup non plus, parce qu'il est persuadé que Maripane va être sur la balle, et du coup c'est Benedetto qui se retrouve absolument seul au deuxième poteau, et qui fusille sous la barre, hein, Lecomte, pour le coup pas trop incriminé sur ce but-là. Par contre sur le deuxième, pareil, il s'est passé un petit truc pendant la rencontre, il y a eu une coupure de courant de toutes les caméras. Ouais, c'est encore du jamais vu ça. Non, ça j'avoue, j'avais déjà vu coupure de courant dans le stade. Ça on avait déjà vu, mais que c'était seulement ciblé sur les caméras, c'était assez surprenant, et au final on n'a pas raté grand chose, hein, parce qu'on a raté peut-être 2-3 minutes. Ouais. Mais au moment de la reprise d'antenne à Adrien, on nous apprend que Marseille a égalisé, et qu'en plus c'est un but de Valère Germain. Alors on va pas tout de suite voir le but, on va le voir à la mi-temps. À la mi-temps, voilà, c'est ça. Et on va se rendre compte que c'est un but un petit peu gag, et un Benjamin Lecomte complètement aux abois. Alors pour moi, c'est pas Benjamin Lecomte qui est aux abois, c'est surtout que l'arbitre veut pas siffler un hors-jeu de position de Benedetto. Pour moi, il gêne clairement le gardien. Le gardien ne peut pas sortir sur le ballon parce que Benedetto est devant lui, et ça l'oblige en fait à couvrir son poteau plutôt. Ouais. Ouais, je peux comprendre. Je suis pas aussi formel moi que non toi plus. là-dessus.
Pour moi, j'aurais pas sifflé hors jeu. Pour moi, le compte a largement, si t'enlèves Benedetto du coup de l'action, il peut largement sortir sur le centre pour aller le boxer du point. Sauf que là, il peut pas parce qu'il y a le joueur qui le gêne. Et donc, Tu regarderas. Moi, où j'incrimine le compte un peu comme Rome, c'est sur son placement. Ou au moment du centre, ou du deuxième centre, hein, donc du coup celui que Germain reprend. Parce que oui, là encore c'est un gag, parce qu'on part d'un centre côté droit, hop, ça va arriver côté gauche, le mec est toujours dans un fauteuil pour centrer, et tu regarderas le compte, il va bizarrement, je trouve qu'il va beaucoup trop proche de son premier poteau, qui recule d'ailleurs, il se rapproche beaucoup trop de son premier poteau sur ce centre-là, alors qu'il doit, je sais pas, peut-être occuper une position un peu plus axiale, ce qui fait qu'il a ce petit train de retard. Après, peut-être qu'il est gêné par Benedetto, mais pour moi, il y a une erreur de placement de Lecomte, ce qui fait qu'il n'arrive pas à la ressortir. Le problème, c'est qu'il est dans son but en fait. Ouais, voilà. Il touche le ballon, mais il est déjà dans son but, donc. Il a pas ce petit pas d'avance que tu dois avoir pour encore mieux fermer l'angle, parce qu'il a ce temps de retard à cause de son placement que je juge quand même un peu, nul tout simplement, sur son premier poteau. Voilà, tout à fait. Du coup, voilà, Marseille qui revient de manière Germain un peu... qui nous la remet bien comme il faut. C'est vraiment l'homme des Marseille-Monaco ou des Monaco-Marseille. Je me souviens encore lors de la première saison en Ligue 1 avec Ranieri, qui le sort du placard lors d'un Monaco-Marseille et qui marque un beau but. Il a toujours marqué pratiquement dans des Marseille-Monaco ou des Monaco-Marseille. L'an dernier, il avait donné le but de la victoire. C'est ça. Du coup, vu qu'il n'y avait pas trop les images, je sais pas s'il a célébré son but ou pas. Depuis le temps qu'il est à Marseille maintenant, ça va, il peut célébrer quand même. Mais voilà, le gars plante pas, il doit planter 3 pions dans la saison, et à chaque fois, il y en a un contre Monaco, alors qu'en plus, c'est le jeu, il jouait à un poste très inhabituel pour lui, parce qu'il était quand même plutôt sur le côté droit. Voilà. Avec le forfait de Sakai, c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé, mais il y avait quand même ce forfait qui était plutôt bon pour nous. Voilà, Thauvin absent, et Sark qui devait... Oui, voilà, c'est ça. Thauvin absent. Et donc ça me permet d'embrayer juste sur mon point. On revient à la mi-temps à 2-2 en encaissant donc 2 buts en 3 minutes. Je te dis, on n'a même pas le temps de digérer le premier but. C'est la coupure de retransmission que il y a déjà un deuxième but. Alors tu mènes 2-0, voilà, encore une fois, tu dois revenir à la mi-temps au minimum à 2-1, je veux bien, ok, peut-être que Marseille a le droit de marquer un but, et encore, pour moi, tu dois verrouiller et revenir à la mi-temps à 2-0, c'est plié. Ils reviennent peut-être à 2-1, jamais tu as le droit de revenir à 2-2. Et c'est là où je veux en venir, c'est que tu mets n'importe quel autre club, je vous jure, c'est impossible qu'à la mi-temps il y ait 2-2. Il y a le manque de caractère, le manque criant. Après, les médias, ils vont en faire des tonnes sur Marseille, quel caractère, ils reviennent et puis ils vont même reprendre l'avantage. Pour moi, le problème, on va en faire des tonnes sur Marseille, mais pour moi le problème c'est Monaco. C'est Monaco qui offre tout ça. Jamais de la vie ça doit arriver. Et moi je suis dégoûté quand tu reviens à 2-2 et on peut spoil sur le scénario, sur la suite, mais c'est encore pire. C'est inconcevable de penser que tu mènes 2-0, que tu vas passer à 4-2, quoi. Bref. Justement, cette suite, et c'est ce début de seconde mi-temps, même ces 20 premières minutes de la seconde mi-temps, catastrophique, où Marseille va marquer 2 buts. Et là, on sait qu'à partir de là, c'est quasiment mission impossible. En plus, on a la blessure de Ben Yedder qui doit céder sa place. Et là, tout le monde se dit, on va avoir Keita Baldé, on va avoir Henri Onyekuru. Et non, c'est la petite surprise du chef, Jean-Kévin Augustin qui rentre. On y reviendra, il n'a pas fait une rentrée catastrophique, mais c'est quand même un choix qui peut laisser un petit peu perplexe. C'est lui l'attaquant, remplaçant après. Les buts un petit peu gag, en tout cas, qui démontrent un vrai problème de bloc coupé en deux. De défense. Surtout le troisième but avec un Maripane extrêmement lent, mais des milieux de terrain qui reviennent pas complètement non plus en défense, et Payet qui a juste certes une belle frappe, mais qui a surtout tout le temps du monde pour pouvoir l'ajouter. Et enfin un quatrième but avec un côté droit complètement apathique, un Aguilar absent, Bakayoko qui marche. Pour le coup, on reviendra sur sa rencontre. J'ai trouvé que ça a été un des meilleurs, mais pour le coup sur ce quatrième but, je l'incrimine beaucoup. Et Benedetto qui est absolument seul, une défense centrale complètement inexistante. Une nouvelle fois, Glick, le ballon lui passe 50 cm devant, il essaie même pas d'aller la chercher. Le Comte qui évidemment ne fait pas de parade. Enfin là, il y a rien qui va, et vraiment ces 20 minutes là, même l'année dernière, j'ai pas souvenir que c'était aussi mauvais.
Et moi, ce qui illustre vachement, c'est le 4e but où on se fait balader. Et ils jouent à la baballe un peu au milieu, ils nous baladent, et ensuite, ils vont chercher Amavi à gauche qui fait un centre parfait pour Benedetto. Mais on s'est fait balader. C'est-à-dire que là, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de caractère, ou même t'as l'impression que les joueurs, ils sont pas concernés derrière. Moi, il y a un gros problème aussi avec les latéraux. À chaque fois que Marseille a joué sur les ailes, les mecs, ils étaient dans un fauteuil à chaque fois pour centrer. Il y a un gros problème, je sais pas, au niveau du marquage, au niveau peut-être des replis défensifs des ailiers. Et encore, je crois pas que ce soit eux le problème, à savoir Gelson et Golovin qui faisaient plutôt le travail. Mais à chaque fois, les mecs, ils sont tranquilles pour centrer. Il y a toujours eu du danger. C'est clair. Et nos buts, ils viennent toujours côté gauche ou côté droit. Donc je veux bien, ok, Ballo-Touré et tout, c'est super, c'est une chèvre. Il était en retard dans toutes ses actions, que ce soit défensivement ou offensivement, parce qu'il est hors jeu ou alors il couvre toujours les attaquants. Mais Aguilar aussi de son côté, c'est pareil. Il y a un manque de pressing. Et voilà, donc ça revient aussi là aussi sur le point de la défense. T'as parlé de Lecomte. Lecomte, j'attends toujours une parade décisive. Je veux bien contre Metz, il a fait des superbes arrêts, mais c'était plié, il y avait déjà 3-0. Moi, j'attends des parades qui te permettent de conserver ou même de gagner des points. On dit souvent des fois que un gardien te fait gagner un match, ce qui est un peu Keylor Navas hier, qui est paradoxal. Keylor Navas a fait gagner le PSG. Si ça avait été Areola, Paris il perd hier. Ouais. Mandanda, il fait en fin de match, il fait les arrêts qu'il faut pour éviter de. Oui. Pas tant mis en panique que ça, c'est sur des centres et tout, mais bon, il est présent. Il fait l'arrêt sur Baldé. Lecomte, il fait un super arrêt, c'est contre Nîmes. Il y a encore 2-1 ou peut-être même 2-0 sur une frappe de Ferrat où il la sort. C'est le seul arrêt décisif qu'il a fait pour le moment. On en parlait, peut-être que ça va être une déception. Il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attentes concernant ce poste, parce qu'on en a marre de Subasic, on en a marre de tout le monde, de tous nos gardiens. Et on s'est dit, ça y est, il nous faut un gardien, ça va régler tous nos problèmes. Force est de constater qu'on en est, comme tu as dit, 14 buts, il y a rien qui va. Beau avoir changé de gardien, que c'est le même problème. C'est un grand plus haut, le problème aussi. Oui, non, mais c'est. Pour mettre n'importe quel gardien dans les cages, il n'est pas couvert. Après, c'est sûr qu'il fait des boulettes. Non, mais il y a certainement aussi un problème un cran plus haut, sauf que c'est pas spécialement, on en parlait aussi, mais on mettait quand même beaucoup sur Subasic ou sur Benaglio. Bon, voilà. Là, faudra en mettre du coup tout autant on va laisser encore, ça fait que 5 matchs, on va lui laisser le temps. Il faut qu'il ait le même traitement, c'est tout. Et quand on sera à la 17e journée, toujours 19e, on dira, faudra laisser le temps aussi. Putain, on n'aurait pas dû prêter Baliachil, en fait. Le crack. En tout cas, voilà, Monaco, donc, qui est mené 4-2, et, va y avoir un peu 5 minutes un petit peu folles, Patrice, avec déjà, dans un premier temps, la réduction du score de Monsieur Stat, Monsieur Keita Baldé, qui arrive toujours à tirer son épingle du jeu, malgré tout. Du coup, il est rentré quelques minutes plus tôt, du coup, il y a un double changement de Jardim, qui fait enfin sortir Fabregas pour faire entrer Silva. Qui sort Golovin aussi. Et qui sort du coup aussi Golovin en même temps pour mettre Baldé. On va pas l'incriminer pour avoir fait sortir Golovin puisqu'il fait entrer une personne qui marque. Non, c'est sûr. Mais sur l'action, tout le mérite est surtout pour Bakayoko, parce que c'est lui qui prend le ballon, qui perce, qui passe 3 joueurs marseillais pour la faire en retrait sur Baldé qui arrive lancé dans la surface et à plat du pied la met en pleine lucarne. Vraiment imparable pour mon mandat. Et là, il va peut-être y avoir le tournant du match. Non, c'est certainement pas le bon terme, mais juste après cette réduction du score, peu de temps après le coup d'envoi, Adrien, il y a une énorme double occasion. Et là, que serait devenu le dernier quart d'heure de jeu si Monaco avait réussi à égaliser? Ouais, dans la foulée, tu le dis, il y a une énorme occasion où Gelson peut-être se garde un peu trop la balle dans les pieds, arrive pas à se mettre en bonne condition pour frapper après des histoires de contre, un peu une récupération haute et Slimani qui décale. On va dire un peu par chance, c'est pas très très adroit, très clair en tout cas ce qu'il veut faire avec le ballon, ça atterrit sur Gelson qui enchaîne avec une frappe trop timide et ensuite Slimani qui retente un retourné acrobatique. Voilà, encore une fois l'exécution est parfaite, mais là c'est plein axe et Mandanda la sort. Ouais, et puis c'est Baldé qui fait le. Oui, il y avait déjà. C'est Baldé qui fait la frappe. C'était Baldé, ouais. Voilà. Gelson, okay.
C'est Baldé. Mais encore une fois, je me souviens aussi contre Strasbourg, avant le deuxième but et avant l'égalisation de Strasbourg en premier temps, Slimani a une très grosse occasion aussi presque en face à face qui va rater. Mais bon. Oui. La transversale, ouais. Oui, ça c'est en deuxième mi-temps, mais même avant, je me souviens d'un contre 1. Ah oui, je sais pas s'il y avait 2-0, mais s'il y avait 1-0 à ce moment-là, ouais, si. Ouais, je pense qu'il y avait 1-0. Ouais, mais bon, ouais, c'est le genre d'occasion où il faut la mettre de toute façon. Mais c'était un match un peu fou, voilà. De toute façon, tu finis à 4-3, donc ça veut bien dire que déjà défensivement ils sont à la ramasse. Mais c'était un match un peu fou, comme on a un peu l'habitude ces derniers temps avec l'OM quand ça se passe au Louis II. C'est vrai. C'est vrai. On peut même remonter l'année du titre avec ce match qui avait été complètement dingue en coupe. En début de saison. Ah oui, ouais. En prolongation. Vélodrome, le 4-4, prolongation. Avec Mendy qui marque dans le but vide. Ouais, même le 3-3 une année avant aussi avec Coentrao et le doublé d'Almami Touré. Oui, parce que l'année du titre en championnat, on leur avait mis 2 fessées, mais en coupe, 6-1 et 4-1. Ouais, c'est ça, avec un doublé de Bochilla sur coup franc. Enfin bref. Ouais. C'était une autre époque. Voilà, je sais pas si vous avez encore des choses à rajouter sur cette fin de match. Peut-être aussi ce petit moment un petit peu sorti de nulle part avec Benedetto qui prend le ballon à la main dans la surface alors que l'arbitre n'a absolument rien sifflé. À ce moment-là, c'est un petit peu facile de défendre de cette manière-là. Hein. Dès qu'il y a un truc qui te déplaît, tu prends le ballon avec la main. Ouais, et t'en es la situation, enfin tu vois, où t'es à bout. Je trouve ça surréaliste. Ouais, où le club, enfin déjà Monaco te met à bout, chaque week-end c'est la même merde, tu ressors déçu. Et t'en es à être irrité par la moindre situation dans ta défaveur. Et même là-dessus, donc il récupère le ballon de la main et Monsieur Gauthier quand même siffle une faute de Maripane, mais il n'y a jamais faute. Il y a un duel à la tête, les deux joueurs s'entrechoquent, mais Maripane est le premier sur le ballon. En aucun cas tu peux siffler faute. Enfin, je veux dire. Bon, je sais même pas s'il l'aurait sifflé. D'ailleurs, le problème c'est qu'à partir du moment où Benedetto prend le ballon à la main, l'arbitre il se retrouve un petit peu bloqué parce que c'est soit il siffle qu'il y avait vraiment faute, soit il siffle penalty. Et là, s'il siffle penalty. Ouais, c'est la décision de l'arbitre et tu vois même si le jeu, les images montrent très bien qu'il y a jamais il y a pas de faute, tu peux pas siffler faute là-dessus. Non, c'est un duel. La VAR n'intervient pas parce que c'est la décision de l'arbitre et voilà. C'est un duel, à la limite tu peux arrêter le jeu parce qu'il y a un contact, il y a un truc, mais le problème c'est que Benedetto prend tout de suite le ballon avec les mains, donc on n'a même pas le temps de prendre une décision. En tout cas, il n'y a pas faute, je suis d'accord. Il pouvait y avoir comme ballon à terre, quoi. Comme quand il y a un blessé et que le ballon est mis volontairement dehors. Mais en aucun cas, tu peux prendre le ballon comme ça à la main pour arrêter le match. C'est complètement... Mais bon, de toute façon, encore, c'est pas... Bon, là, on n'en est pas à ça, de toute façon. Ça change pas grand-chose dans l'absolu, mais c'est quand même très bizarre et ça prouve encore une fois le niveau de l'arbitrage dans notre pauvre Ligue 1. Voilà, messieurs, je crois qu'on a fait le tour sur la rencontre, à moins que, encore une fois, vous ayez envie de rajouter un petit point avant de passer au prestat individuel pour ce dernier quart d'heure. Ouais, non, c'est bon. Non. J'en peux plus. On a eu un joli coup franc, limite surface, quoi. Oui. Étrange ouais, donc Adrien Silva est notre tireur de coup de pied arrêté, je suis heureux de l'apprendre. Bah, il y avait plus Ben Yedder, il y avait plus Fabregas, il y avait plus Golovin. C'est ce que je me suis dit, en fait, je vois pas qui d'autre pouvait vraiment avoir un meilleur niveau. Bref, peut-être que Gelson est capable, de toute façon, ils sont tous capables de tirer un coup franc dans l'absolu, mais ouais, je sais pas. En tout cas, quand j'ai vu Adrien, ça m'a pas choqué outre mesure. Oui, mais bon, ouais, bref. C'était lui. Pour finir sur la rencontre, il attend dans le général, et bon, peut-être aussi en revenir à Jardim. On en est donc à une victoire, 5 nuls, 8 défaites depuis fin mars. Depuis je prends pas en compte la dernière victoire contre Lille, mais voilà, la seule victoire qui est comptabilisée, c'est celle contre Amiens. À l'avant-dernière journée. Ouais. La 37e journée de Ligue 1. Depuis rien. Et moi c'est les changements. À quel moment Jean-Kévin Augustin rentre en Keita Baldé. Après peut-être que Jardim voit plus Keita Baldé comme un ailier gauche. Pourtant bon, ça, il l'a déjà aligné en pointe. Hein. Oui, le match d'avant, il l'avait fait rentrer devant. Hein, donc. Ouais. Donc bref, ça c'est nul aussi comme message ce que t'envoies aux joueurs parce que bon, Baldé il était là avant Augustin. Ok,
ok, certes, il était peut-être prêté la saison dernière, mais bref, ça change rien. Pour moi, il doit passer avant dans la hiérarchie. Bah, il est meilleur. C'est Jean-Kévin Augustin qui rentre, quoi. Surtout qu'il est meilleur, tout simplement. Il y a Fabregas au milieu, on en a parlé. Enfin, bon, il y a quand même pas mal de mauvais choix. Et ouais, là, je suis énervé. Après, comme je le disais, est-ce que vraiment, si tu vires Jardim, est-ce que ça va régler le problème quand tu vois que c'est vraiment si derrière le problème est dans les têtes, quoi. Enfin bon. On a vu ce que ça donnait l'année dernière aussi quand on a changé de coach, même si c'était pas forcément un coach qui prenait les commandes, quoi. Mais bon, voilà. Je pense que l'an dernier, le groupe était certainement moins bon. Il y avait aussi il y avait également beaucoup de blessures qu'il n'y a pas trop cette année, à part les deux habituels devant, mais au final qui manquent pas parce que c'est pas devant le problème. Donc on peut pas dire quand ils vont revenir, ça va nous faire du bien. Non. Donc peut-être, oui. De toute façon, moi, le changement de coach, oui, j'en avais déjà parlé il y a 2-3 rencontres. Je suis pas aussi agressif et véhément que beaucoup sur Twitter qui oublient quand même beaucoup de choses. Mais malgré tout, je pense, qu'il faut tourner une page qui aurait dû être tournée de toute façon. Encore une fois, j'étais pas pour son départ, j'étais encore moins pour son retour. On s'est trompé les deux fois. Voilà. Donc, exact. Il aurait dû finir la saison dernière sans être remplacé par Henry et partir en fin d'année. Et là, tu pouvais repartir sur un nouveau cycle avec Henry peut-être ou un autre, je sais pas. Mais là, on se retrouve une nouvelle fois bloqué avec ce coach, même si, comme tu le dis, est-ce que c'est vraiment le problème? Oui. Après, voilà, moi je me souviens qu'on avait dit avec Damien que tu nous demandais sur l'émission bilan, est-ce que selon vous il finira la saison? J'avais dit oui si il passe septembre, mais oui, là, bien sûr. Comme c'est parti, je pense il y a moyen qu'il fasse pas septembre. Ah bah on est d'accord que si on bat par Reims la semaine prochaine, c'est fini. Ah bah oui, là, on peut l'espérer. Après, encore une fois, il y a qui sur le marché? Il y a Puel. Ouais, c'est bon qu'on arrête. Qui rappellerait des bons souvenirs quand même, parce que c'est un coach très important, un titre en 2000 magnifique, mais c'est à peu près tout, quoi. En coach disponible avec un petit peu d'expérience, qui en plus lui connaît le club, donc c'est quand même plutôt bien. Il le connaît même très bien parce que c'est un de nos joueurs les plus capés de l'histoire. Donc, mais encore une fois, est-ce que vraiment ça... Je sais pas, je demande à voir. À chaque fois, on trouve des solutions, on trouve des excuses. Contre Nîmes, c'était la faute de Jemerson. Contre Lyon, c'était parce qu'il y avait pas rouge sur Fabregas. Et là, c'est quoi pas d'attaquant. Là, c'est bon, il y avait pas d'attaquant. Depuis Nîmes, même, j'ai envie de dire, il y a plus d'excuses. Bon, Nîmes, ok, Jemerson, mais depuis, enfin, il y a plus d'excuses. Strasbourg, ok, le VAR, tout ça, si vous voulez, mais là, on n'a plus d'excuses. C'est fini. Oui, voilà. Donc maintenant ça fait déjà un moment, mais donc a priori le dernier fusible ça serait Jardim. Ok, donc tout vient de lui. Peut-être. Hein. Écoute, moi j'ai envie de voir avec un nouveau coach ce que ça peut donner, mais je suis pas convaincu réellement que ça va changer quelque chose, quoi. Pareil, il y en a qui peuvent encore dire et puis il reste encore Glick qui est problématique, et puis il reste encore. On a changé quasiment toute l'équipe. Et individuellement, on a quand même pris quasiment que des bons joueurs. Ils sont tous internationaux. Donc le problème, il est profond et il est. Moi, j'arrive pas à trouver une solution. Ce que disait Boris aussi dans son message il y a une petite heure là maintenant, qu'il avait pas non plus, qu'il voyait pas non plus de solution parce qu'on a tout fait. Ouais. On a tout fait. Voilà. Donc voilà, c'était la faute de Subasic, il est plus là, c'était la faute de Sidibé, il est plus là, c'était la faute d'un tel, tous les Intel ils sont plus là. Donc voilà, il reste Glick, donc maintenant c'est de la faute de Glick, mais bon quand Glick tu mets Badiachil avec Maripane, c'est la même. Donc ouais, bien sûr. Donc bon voilà, bref, messieurs, on va rapidement faire les prestats individuels, le compte on en a déjà parlé, Ballo-Touré a été catastrophique, donc on va pas en parler plus que ça. Aguilar, c'était son retour et il va de nouveau être suspendu, Patrice, puisqu'il a pris son petit jaune qui devrait lui faire sauter son match. Il est en sursis pendant 10 matchs, du coup, pour une faute qu'on n'a pas vue, franchement, pas les images. Juste petite parenthèse, ça aussi, ce système de match de sursis où t'as pas le droit de prendre un jaune pendant 10 matchs, c'est du foutage de gueule, quoi. C'est comment un défenseur ne peut pas prendre de jaune pendant 10 matchs. Enfin, un défenseur, oui, ça me paraît improbable. 10 matchs, ça fait beaucoup. Toi, tu mets le sursis pendant 3 matchs, 5, allez, grand maximum, mais 10, c'est ridicule. Aucune logique. C'est en fait, tu lui donnes directement son autre ferme, parce que, voilà, quoi. Bref, tu peux continuer sur Aguilar.
Bah bref, pour moi pas un bon match, on l'a très peu vu offensivement, pas de bon centre, des centres surtout en cloche alors qu'il y a des centres tendus quoi, ça laisse trop le temps à la défense de pouvoir se remettre en place et les attaquants peuvent pas mettre de puissance dans leur ballon. Et défensivement, bah il nous coûte cher parce que sur le 4e but là où c'est complètement danger par Amavi sur le deuxième but, bah du coup le centre vient de lui, donc j'ai pas bien vu si c'est lui qui doit empêcher Payet de faire son centre ou pas. Mais non, de façon, comme toute la défense sur ce match-là, il a côté de l'impact. Hein. Oui, les latéraux, c'est catastrophique, et la charnière, c'est catastrophique. Oui, voilà, c'est ça. Pour la charnière, je crois que, de toute façon, les 5 défensifs, les 5 ont été mauvais. Après, tu pourras toujours dire, le pire, ça a été Ballo Touré, et celui qui s'en est un peu mieux sorti, bah, j'aurais envie de dire que c'est Aguilar, malgré tout. Mais les 5 n'ont pas été bons. Donc, voilà. Gros problème. Un peu plus de Glick et son recul frein aussi sur le 3e but. T'as l'impression que s'il pouvait reculer et rentrer dans la cage, il le ferait. Il a peur, il va plus au contact. Mais je sais, je sais pas. Maripane, il fait un tacle à la fin où il jette, où il est le premier sur le ballon. C'est la 85e minute. J'aurais aimé qu'il le fasse plus tôt. Ça a l'air d'être son style, un mec un peu aussi à l'arrache et qui tacle. Bon bah. Et d'une lenteur. Parce qu'on trouvait tout son positionnement quoi. On trouvait Glick lent, s'il doit sortir, s'il doit y aller, jamais bien placé quoi, il couvre des hors-jeux, il laisse les attaquants partir dans son dos, c'est horrible sur ce match. Le milieu de terrain, messieurs, donc Fabregas, on en a parlé, moi je le voulais dans mon 11 parce que malgré tout ça reste Fabregas, donc je voulais lui laisser quand même une chance parce que je me dis quand même que si ce joueur retrouve ne serait-ce que 70-80% de son talent, ça serait une plus-value. Visiblement, il s'en fout un peu et il semble être en vacances. Bakayoko par contre, je l'ai annoncé comme meilleur recrue de l'année. Est-ce que ce match vous a satisfait? Si tu parles des pronos, faudra aussi dire que pour toi, Fabregas, ce sera la meilleure progression de l'année. Hein. Non, surprise. Non, c'était progression. Ouais, exact. Ouais. Mais sinon, Bakayoko, je suis pas déçu, en tout cas, par son match. Même s'il y a des moments où ça va pas. En même temps, ça fait étonné qu'il fasse les 90 minutes. Mais par moment, j'ai trouvé qu'il a retrouvé ses sensations et que c'était le Bakayoko, qu'on connaît, incisif, percutant, et sur le but de Baldé, c'est exactement ce que j'aime chez lui. C'est que au physique et percussion, il tient et il y a personne qui est capable de lui prendre le ballon sur les 3 joueurs qu'il rencontre. Et il arrive à éliminer 3 joueurs, à casser une ligne. Et voilà, je pense que au fur et à mesure de la saison, ça va aller de mieux en mieux. Donc pour moi, c'est encourageant, même si il y a des moments où ça allait pas et qui marche des fois de temps en temps derrière pour revenir. Mais pour moi, c'est encourageant. Il a fait du bien quand on était en place. C'est vrai que quand on est un petit peu déstabilisé, j'ai pas trop souvenir de gros retours, de grosses interventions de Bakayoko. Par contre, quand on était en place, il fait du bien quand même. Gros gabarit, il protège bien son ballon, il casse quelques lignes. Donc ça fait du bien. Et t'en parlais, c'était étonnant de le voir titulaire parce que c'est vrai qu'il avait très peu joué. Mais ça aussi, ça peut montrer aussi un petit souci. On en parle souvent de cette fameuse prépa physique. Il a quand même fait une prépa, malgré tout, avec Chelsea. Et il a joué les 90 minutes. Il ne semblait pas émoussé physiquement alors qu'il n'a pas joué il n'a même pas joué un seul match officiel. Donc on en revient aussi à nous, de notre côté, nos grosses lacunes sur ce plan-là. Bon, pareil pour Silva qui avait pas non plus lui il avait je crois vraiment pratiquement pas eu de préparation finalement vu qu'il avait des vacances je sais pas, je le voyais en vacances encore début août, mais il était totalement éclaté sur ses premières apparitions, il sortait assez rapidement, il était au bout du bout. Au bout du bout, et d'ailleurs on va pas en parler plus que ça, mais il a fait une plutôt bonne rentrée, donc on espère le voir avec Bakayoko. Gelson Martins, Patrice, qui semble indéboulonnable malgré des prestations un peu ternes. Pas dire mauvaises, parce que ça serait faux. Je trouvais que peut-être sur le début de l'année, c'est son meilleur match, je trouvais bien meilleur que sur les matchs, sachant que je l'ai trouvé vraiment mauvais sur les matchs avant. C'est pour ça. Je le trouvais même un peu dommage sur la première mi-temps qu'il soit pas servi sur quelques-unes des contre-attaques, parce que c'est lui qui a la vitesse, comparé à Slimani ou Ben Yedder. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus servi. Mais non, j'ai trouvé très bon, voire même meilleur quand il a échangé de côté avec Golovin sur la deuxième mi-temps. En tout cas, il est plus à l'aise qu'au poste de latéral. Ça, c'est une évidence. Ça, c'est sûr. Ouais. Golovin, Adrien, du coup exilé entre guillemets sur son côté gauche. J'aurais aimé le voir dans l'axe. Ah bon? Ça va peut-être vous surprendre. Oh, sans déconner.
Mais ouais, bah intéressant quand même. Bien qu'il joue à gauche, il a été intéressant sur la première période. Il a des vraies bonnes prises de balles, quoi. Beaucoup moins en seconde. Mais effectivement, sur la première mi-temps, des très bonnes prises de balles, comme tu le dis, rapide, et il élimine. Il a permis justement de jouer ce jeu un peu de contre. Et c'était lui qui était au départ souvent de ses contres. Non, pour moi c'était intéressant en première, beaucoup moins en seconde. Voilà, c'était aussi logique pour moi qu'il sorte. Oui, et encore une fois, il sort quand même quasiment tout le temps, donc on peut aussi se poser la question, est-ce que ce joueur-là est capable de faire 90 minutes? Est-ce que physiquement, il en a réellement les capacités? En fait, quand il joue sur l'aile, oui, il sort très très souvent, parce que t'as du monde sur l'aile à faire entrer, c'est le genre de poste aussi que Jardim remplace très très souvent pour faire entrer un autre profil. Il pourrait lui quand il le est dans replacer. l'axe, ça tourne un peu moins, hein. Mais moi c'est ce que j'aurais aimé, qu'il le replace. Mais bon. Et enfin, messieurs, l'attaque, en prenant également en compte les deux entrées en jeu, moi. Là, c'est pour toi. Tu vas nous parler de la doublette. Ouais, oui, c'est ça. De Slimani Ben Yedder, c'est ton point. Vas-y. Écoute, une très bonne doublette. Les deux premiers buts, c'est eux, parce que c'est Ben Yedder qui fait ce bon ballon en profondeur vers Slimani. Alors, Camara fait cette main, mais le ballon est magnifique et la reprise de Slimani était quand même pas si mal, vu la position qu'il avait, c'était quand même un geste compliqué. Le deuxième but, c'est Slimani qui offre un très bon ballon à Ben Yedder. Voilà, c'est une doublette qui marche bien, qui fait plaisir. Ben Yedder qui du coup a marqué ses deuxième et troisième buts, donc qui revient à hauteur avec Slimani dans le petit jeu des pronos sur qui finira meilleur buteur entre les deux. En tout cas, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Malgré tout, voilà, la blessure de Ben Yedder, et on a l'impression que Slimani est un peu perdu derrière et que clairement le profil d'Augustin est pas du tout le même. Et que du coup ça a beaucoup moins combiné entre les deux, donc il faut espérer que ça soit pas trop grave pour Ben Yedder. C'est un coup, c'est un choc, hein, mais espérons qu'il n'y a pas une fissure d'une côte, ce qui semble potentiellement être le problème, et du coup qu'il puisse être là la semaine prochaine. Et quant aux entrants, Augustin, c'est pas mauvais comme rentrée, il fait un bon contrôle orienté de la poitrine, bien défendu par Strootman de mémoire, et Baldé marque son but, rate un deuxième, voilà, du Baldé dans le texte, mais pour moi voilà, c'est un joueur qu'il faut faire rentrer en priorité, mais avec Onyekuru, et pas notre Jean-Kévin Augustin, qui pourra se montrer peut-être en coupe, et puis s'il est bon en coupe, on en reparlera à ce moment-là. Sur Jovetic, tu vas revenir, on l'a vu à l'entraînement et tout. Tu vas pouvoir faire ces 2-3 matchs annuels. 2-3 matchs, ouais. 2-3 minutes, ouais. Non, il arrive toujours à enchaîner 2-3 matchs avant de se blesser. Ouais, d'accord. Faut vous faire croire que c'est le grand retour. Faut être positif un petit peu. En tout cas, voilà, messieurs, on a fait le tour. Quelque chose à rajouter, peut-être? On y croit, on aura une victoire un jour, on y croit, on fera un débrief d'une victoire. On l'espère aussi. En tout cas, voilà, merci de m'avoir accompagné. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de liker, de partager sur les différents réseaux, de commenter également cette vidéo, de nous donner ouais, si vous voulez qu'on déprime tous ensemble votre ressenti sur tout ça. Alors un truc un peu plus étayé que juste virer Jardim. Voilà. Ou Jardim out, ouais. Ou Jardim out, parce que ça commence un petit peu à me gonfler, ça. Mais voilà, et la prochaine émission ça sera lundi, vous allez avoir l'épisode 2 du Périple Rouge de Damien, et ensuite ça sera jeudi, Club Mounegou historique, dédié à la décennie 2000 et à l'équipe des Pipes. Donc on est en plein dedans, donc on va continuer de parler pas forcément des mauvaises années, mais en tout cas des mauvais joueurs passés dans la décennie 2000 à l'AS Monaco, et il y aura de quoi dire. Et ensuite, il y aura le débrief de Reims samedi prochain. Donc 3 émissions la semaine prochaine. Programme chargé. Voilà. Ouais, rien que pour vous les auditeurs, c'est cadeau. Donc d'ici là, portez-vous bien et Dagé Mounegou. Et bisous.